Mon nom est Mélissa Généreux, je suis médecin spécialiste en santé publique et également professeure à l'Université de Sherbrooke. Bien, en fait, moi, la bienveillance, c'est un concept avec lequel je me suis beaucoup familiarisée dans la dernière année parce que intuitivement, c'est ce que je cherchais à essayer de faire valoir à la population. Là, je trouve qu'on a manqué un petit peu de bienveillance, ou en tout cas, on a eu certains freins à mettre de l'avant notre bienveillance en contexte de pandémie. Donc, dans le fond, la bienveillance, ce que c'est, ça le dit, c'est de veiller à ce que les autres aillent bien. Bienveillance, sans rien attendre en retour. Tu sais, faire ça vraiment totalement gratuitement. Puis, c'est intéressant parce que ça fait un petit peu opposition, bien pas opposition, mais ça vient compléter d'autres concepts ou d'autres termes qu'on entend souvent, comme la compassion ou l'empathie. Puis, quand on creuse, c'est un petit peu différent. Tu sais, dans le fond, c'est notre capacité de se mettre dans la peau de quelqu'un, de ressentir ses émotions, de bien le comprendre, ce qui est quand même très important. Puis la compassion, mais c'est un petit peu plus loin, c'est plus dans l'agir. C'est que je suis tellement touchée parce que la personne est en train de vivre comme un moment difficile que j'ai le goût d'aller lui porter assistance, j'ai le goût de l'aider ou de la soulager dans sa douleur. Puis la bienveillance que j'aime, c'est que c'est encore plus large que ça parce que dans le fond, c'est au-delà du fait que quelqu'un souffre ou pas. Ce que je veux, c'est juste carrément le bien pour cette personne-là. Je veux l'aider à être encore plus heureuse, qu'elle aille bien ou pas. Donc, je sais pas, c'est un concept qui vient vraiment beaucoup me chercher là, dans ces temps un petit peu plus difficiles associés à la pandémie. Quand moi, j'étais petite, là, des fois, les gens disaient si tu avais un souhait, là, la chose la plus importante. Tu sais, des fois, j'avais des amis qui disaient ah, moi, je voudrais une montagne de bonbons. Bon, mais moi, c'est niaiseux, mais je me suis toujours dit bien, le bonheur. Si tout le monde a réussi à être heureux, il me semble que ben c'est ça. C'est ce qu'on veut. Tout va bien aller si tout le monde est heureux. C'est assez basique, mais c'est ça. Donc, la bienveillance, c'est un petit peu ça. C'est comme de se mettre dans une posture où je vais laisser la critique, le jugement de côté. Je vais essayer d'enlever tout ce qui enlève le sourire un peu puis qui nous rend malheureux. Je vais en mettre dans une posture plus positive, autant pour moi que pour les autres. Puis, pourquoi je fais beaucoup de lien avec l'année quand même difficile qu'on a vécue, c'est que la bienveillance, ça a toujours été important, mais à mon avis, ce l'est encore plus en 2020 puis en 2021 parce que, mon Dieu, que notre société elle a été échaudée. Je trouve qu'on a été, là, en un temps record, exposé à plein de stresseurs, plein d'éléments aussi qui sont là pour semer un peu la discorde entre les gens, la tension, on n'est pas tous d'accord, tout le monde prend des positions un petit peu différentes, puis ça nous amène à être plus divisés les uns les autres, alors qu'on n'a jamais eu autant besoin d'être bienveillants les uns envers les autres. Donc oui, moi je trouve que ce terme-là, il revêt un sens encore plus important là, depuis le début de la pandémie. Le fait d'être bienveillant, c'est le principe à la base, c'est de chercher à propager le bonheur. Donc, c'est sûr que pour moi, le bonheur et la santé mentale, qu'on va dire plus positive, c'est directement lié, c'est presque des synonymes. Donc, par conséquent, à partir du moment où tu dis « bien, je vais arrêter de me mettre dans une posture où je critique, je blâme l'autre, je juge », mais je vais plutôt être en mode essayer de propager le bonheur, bien forcément, tu vas être aussi plus heureux. D'ailleurs, une des premières choses qu'on dit chez quelqu'un qui voudrait un peu cultiver sa bienveillance, c'est de dire commence par le faire envers toi-même. Parce que si toi-même, tu es en mode que tu te juges très sévèrement, tu te critiques, tu n'es pas trop à l'écoute de tes besoins, bien toi-même, tu ne te mets pas en posture pour être heureux puis cultiver ton propre bonheur. Donc, comment après ça, veux-tu être en posture pour cultiver le bonheur des autres? Donc, oui, je dirais que la bienveillance, c'est comme intimement lié à une bonne santé mentale. D'un point de vue personnel, bien, c'est sûr aussi que, tu sais, veux pas, on côtoie tous de près ou de loin. Bien, je pense que tout le monde de près, là, tu sais, des personnes autour de nous qui peuvent souffrir de problématiques de santé mentale. Personnellement, moi, j'ai comme été chanceuse là-dedans, ou je sais pas, ça ne m'a pas touchée moi comme personne, mais oui, des membres de mon entourage. Et je te dirais que par rapport au suicide en particulier, tu sais, je l'avais pas vu venir, mais j'ai connu quelques personnes, malheureusement, qui ont commis un suicide, mais dont une personne qui était très proche de moi à mon travail il y a 2 ans. Puis, je ne l'ai vraiment pas vu venir. Tu sais, j'ai vraiment trouvé ça difficile. J'avais vu venir que cette personne-là avait des changements dans son comportement, qu'elle allait moins bien. Mais on vivait beaucoup de stress au travail. Je me disais, bon, tu sais, je l'avais rencontré, j'avais essayé de l'aider du mieux que je pouvais, mais c'était un peu, tu sais, homme, typique, âge moyen, quand même assez discret, tu sais, qui me disait, c'est correct, oui, je vais bien aller, tu sais, sans plus. Puis, quand j'ai reçu le fameux appel un dimanche là, pour me dire cette personne-là est décédée, écoute, c'est comme dans les annonces là, où les gens reçoivent un diagnostic de cancer puis les voient renversés par en arrière, là, ça m'a bouleversée. Tu sais, là, la machine part dire
j'aurais-tu dû le voir venir? J'aurais-tu dû lui poser plus de questions? J'aurais-tu dû lui demander, est-ce que tu songes à te suicider? Ça a amené un tourbillon d'idées. Puis, bien, c'est ça. Je me suis dit, mon Dieu, c'est pas facile pour les gens qui vivent des problématiques de santé mentale, mais c'est aussi pas facile pour les gens qui accompagnent ces personnes-là. Donc, voilà, c'est un peu pour ça que, de façon générale, tout ce qui touche la santé mentale, autant dans le positif, c'est de promouvoir le bien-être, ça me tient vraiment à cœur, d'essayer de prévenir les problématiques ou la détresse, puis de prévenir le pire, c'est-à-dire le suicide. C'est sûr que ça vient me chercher sur tous les plans. La bienveillance, oui, il y a des personnes qui vont un peu naître naturellement bienveillantes. On le voit, il y a des gens qui, c'est dans leur tempérament de vouloir toujours porter assistance aux autres, de toujours avoir la petite pensée du jour. La super collègue qui arrive avec un plateau de muffins le matin ou un petit café, ces petites attentions-là super sympathiques. Il y a des gens qui c'est un petit peu plus inné, effectivement. Mais en contrepartie, c'est pas génétique, on n'est pas programmé puis pris avec le niveau de bienveillance qu'on a. Là, on peut s'entraîner puis on peut devenir plus bienveillant au fur et à mesure. Puis ça, il y a vraiment plein de trucs qu'on peut mettre de l'avant pour s'entraîner à être bienveillant. Il y a des petites choses qu'on peut faire juste pour nous. Là. On s'en rend même pas compte, mais des fois, de prendre un petit temps d'arrêt et de dire « OK, je suis en train de me juger moi-même. Est-ce que j'ai-tu le droit aujourd'hui de ne pas être productif? J'ai-tu le droit de ne pas avoir bien réagi? » Ben oui, être capable de se pardonner, d'accepter qu'on n'est pas toujours à notre meilleur, c'est niaiseux. C'est peut-être même plus facile à dire qu'à faire, mais je pense qu'il faut le faire. Être capable, des fois, d'apprendre à dire non, même si on sait que ça va déplaire. Puis je suis vraiment cordonnier mal chaussé, là, mais on veut tellement plaire à tout le monde qu'on oublie d'être bienveillant envers soi-même, être capable de s'accorder des petits répits, des moments de plaisir. Puis je pense que pour résumer ça, c'est de dire, si tu avais ton meilleur ami en face de toi qui te demande conseil, bien, ce que tu lui donnerais comme conseil pour l'aider à aller mieux, applique-le donc à toi aussi. C'est vraiment fascinant. Moi, je n'avais pas vraiment prémédité qu'en 2020, je ferais une étude. Là, je ne me qualifie pas de chercheur à la base, mais bon, on a eu cette idée-là quand même dès février 2020. On s'est dit, on pourrait faire une étude avec des gens experts en communication et en santé publique et même en politique. Puis tout ensemble, on a mis nos compétences, puis on s'est dit, on va faire un projet où est-ce qu'on va essayer de comprendre comment les gens répondent sur le plan psychologique en temps de pandémie, mais surtout, comment l'information, toutes les stratégies de communication viennent influencer cette façon-là de répondre par de l'anxiété, de la dépression, entre autres. Puis ce qu'on a découvert dans le cadre de notre étude, qui est vraiment fascinant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui développent des fausses croyances. Des fois, c'est juste on est mêlé ou on n'a pas bien compris des choses. Puis des fois, c'est des fausses croyances plus à saveur complotiste. Donc, les deux peuvent être vrais. Et ce qu'on a découvert dans notre étude, c'est que ces gens-là, en moyenne, étaient aussi en moyenne, évidemment, des gens qui présentaient plus d'anxiété, plus de dépression. Donc, finalement, notre hypothèse de départ était vraiment vraie, là, que cette infodémie-là, qui est une épidémie d'information qui accompagne classiquement les grosses épidémies ou encore les pandémies, bien, elle aussi, elle vient teinter beaucoup notre quotidien. Elle vient teinter la façon dont on comprend les choses, les croyances auxquelles on va adhérer, même les comportements qu'on va décider d'adopter. C'est sûr que si tu crois que le virus n'existe pas, ça se pourrait que tu aies moins le goût d'appliquer les mesures. Mais au-delà de ça, ça vient aussi teinter ta réponse psychologique, ton niveau de stress. C'est sûr que si tu es convaincu que le gouvernement t'en veut et est là pour détruire la société, ben, je sais pas, mais je peux imaginer que c'est pas très confortable, puis aussi, ça nous rend plus loin là, de la zénitude. Donc, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé, encore une fois, dans un esprit de bienveillance, à me dire, en moyenne, ces gens-là ont plus de chances de vivre la détresse. Puis est-ce que c'est vraiment de les aider que d'embarquer un peu dans ce cercle vicieux-là, de dire, bien voyons, vous n'avez pas raison, vous vous êtes fait prendre un peu par justement l'infodémie, vous propagez des mauvaises nouvelles, c'est pas correct. Encore une fois, ça me fait pas du bien, ça leur fait pas du bien. Je me dis vraiment, la meilleure façon que je peux faire, c'est de demeurer ouverte à la différence, me dire qu'il y a sûrement quelque chose qui fait que ça les a amenés à adhérer à ces fausses croyances-là. C'est pas à moi de juger de ça. Puis surtout me dire, bien, peut-être qu'il y a certains signes de détresse que je peux observer. Il y a peut-être des choses que je peux faire pour aider la personne si je vois qu'au-delà de ses croyances, elle va pas bien, puis elle a peut-être besoin de soutien, d'une bonne écoute ou peut-être même d'un soutien psychosocial. Donc, je pense que c'est peut-être une posture plus positive à adopter. Puis une fois qu'on comprend le lien entre les deux, je sais pas, ça nous rend un peu plus à l'aise avec ce phénomène-là.
moi, dans la région où je travaille, en Estrie, là, comme médecin de santé publique, on vient de développer une approche, puis j'ai su que dans d'autres régions, c'est aussi le cas, une approche où on fait beaucoup plus du porte-à-porte. Ça fait drôle à dire parce que les gens ont dit « Ah, mais du porte-à-porte, c'est en temps de COVID. » Bien là, regarde, il ne faut pas virer fou. Là. Je pense qu'on peut mettre des équipements de protection, garder notre 2 mètres, mais juste de retrouver le contact avec les gens plutôt que seulement là, dans les réseaux sociaux, en ligne ou sur les points de presse, puis d'aller échanger avec eux. Puis nous, quand on fait le porte-à-porte, là, on n'a rien à vendre. C'est vraiment une posture toujours un peu de bienveillance, d'écoute, de montrer qu'on s'intéresse à ce qu'ils vivent. Donc, on les laisse s'exprimer. Comment tu vis ça? As-tu des questions? As-tu des commentaires à faire? T'sais? Puis même si c'est des commentaires négatifs, on va les prendre. Premièrement, on n'est pas porteur de toutes les décisions, mais déjà, je pense de comprendre où est-ce que les gens se situent puis les laisser s'exprimer. On a comme un pas dans la bonne direction pour être capable d'engager un vrai dialogue, puis peut-être développer un petit peu un lien de confiance qui s'est peut-être perdu pour certaines personnes au fil du temps là, entre les autorités, le gouvernement, la santé publique et la population. Donc, moi, je chéris un peu ce rêve-là qu'on soit dans ce mode-là, échange, dialogue qui va dans les deux sens. On ne fait pas juste vous donner de l'info, mais on vous écoute aussi, que ça se répande de plus en plus parce qu'au-delà du virus, il y a le vaccin. Je veux dire, il y a encore des choses là, dont on a à discuter. Il y a encore des doutes que les gens peuvent avoir au sujet de plein de décisions à venir en lien avec la pandémie et le post-pandémie. Donc, j'espère qu'on va continuer ce dialogue-là, autant les autorités de santé publique que on peut tous le faire. Je veux dire, on peut tous, comme personne, juste prendre la peine de s'asseoir avec quelqu'un et me dire « Puis toi, comment ça va? Comment ta vie, ta pandémie? » On le fait pas souvent, là. Puis pourtant, tout le monde aurait pas mal de choses à dire. C'est correct. Juste avoir un espace pour s'exprimer, vider son sac, exprimer son mécontentement, c'est correct, là. Ou son stress, ses inquiétudes. Déjà ça, je trouve que de se raconter, de s'exprimer, de savoir qu'on est entendu et écouté, déjà ça, je trouve que ça fait pas mal de bien. Quand on fait face à un événement qu'on va dire traumatique ou perturbant, comme la pandémie, comme un sinistre, une catastrophe, c'est vraiment pas mal la même chose qu'on observe, peu importe les types d'événements. C'est tout à fait normal de présenter des symptômes d'anxiété, de détresse, de stress important, d'insomnie. Il y en a que ça va être plus dans les comportements d'alcool, mettons, boire plus d'alcool qu'avant ou comme consommer des drogues aussi de façon plus importante qu'avant. Il y en a que ça va être même dans des comportements plus agressifs, violents, plus de perte de contrôle. Donc, chacun a un peu sa manière de réagir. Mais chose certaine, c'est qu'il y a quand même une bonne proportion de la population chez qui on observe ça. Donc, tu sais, c'est important de le dire parce que ça fait en sorte que si ça vous arrive, puis ça se peut que ça vous arrive de façon soutenue, là, que ça fait 2-3 mois que c'est comme ça, puis ça se peut que ça soit juste passager, là, quelques jours, parce que là, vous vivez des moments plus difficiles où vous êtes vraiment dû pour une petite vacance ou un peu de repos. Mais peu importe si ça arrive, il faut comme être capable de le reconnaître puis dire, bien, oui, c'est normal, je suis vraiment pas toute seule dans cette situation-là. Ce qui est anormal, c'est ce qu'on vit, c'est pas la façon dont on réagit. Puis ça, je trouve que de le reconnaître, c'est un pas dans la bonne direction, parce qu'encore une fois, ça nous amène à être bienveillant envers nous, dire, regarde, là, mais oui, tu sais, ben oui, je suis pas parfaite, je suis pas un super-héros, puis moi aussi, je réagis comme plein d'autres gens dans la population, mais c'est quoi, je vais être à l'écoute de mes besoins, puis je vais essayer d'aller chercher l'aide dont j'ai besoin parce que c'est pas parce que ta réaction, elle est normale que tu as à endurer ça. Il y a plein de ressources autour de nous, puis il faut les utiliser, il faut être conscient de ces ressources-là, puis il faut pouvoir les utiliser parce qu'on n'a pas à endurer cette souffrance-là, même si elle est normale en contexte de pandémie. Nous, dans le cadre de notre étude, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré, on a fait des enquêtes dans la population en avril, en juin, en septembre, en novembre 2020. Puis là, on en fait une en février 2021. Donc là, pour le moment, je ne l'ai pas observé encore le plateau, dans le sens que ça a continué à monter. Le novembre, c'est là où on observait les niveaux les plus inquiétants. Donc, qu'est-ce qui va se passer en février? Honnêtement, tout le monde me pose la question, est-ce qu'en février, ça va être encore pire qu'en novembre? Bien, on dirait que je veux garder espoir. J'aimerais ça vous dire qu'on va être dans un plateau, puis qu'après ça, ça devrait aller de mieux en mieux. Ce qui m'inquiète un peu, c'est juste que, il y a quand même pas la noirceur, mais la luminosité est quand même moins là. Nos journées sont courtes. C'est l'hiver, c'est un petit peu plus difficile de maximiser notre temps à l'extérieur comme on peut le faire l'été. Les contacts sociaux se font de plus en plus rares. Donc, il y a quand même un cumul de plusieurs choses qui font en sorte que, oui, le stress, la fatigue, c'est comme accumulé encore plus entre novembre et aujourd'hui. D'un autre côté, mon côté peut-être un petit peu plus optimiste me dit qu'on est quand même capable de voir un peu plus la lumière au bout du tunnel aujourd'hui qu'on l'était en novembre
2020, dans le sens que, bon, le vaccin est en train d'être de plus en plus accessible et déployé. Je pense qu'on voit l'été arriver, puis on a tous l'espoir de dire, regarde, on ne veut pas un été là, comme si rien s'était passé, mais déjà un été où on va retrouver un peu plus de liberté dans les actions, les plans qu'on peut vouloir faire, pouvoir revoir nos proches. Je pense qu'on a quand même de l'espoir tout le monde, puis ça, cet espoir-là, ça peut peut-être aider à minimiser les impacts au niveau psychologique. Donc, c'est à suivre, je te dirais.